est sous sanction par la dictature d'Emmanuel Macron et du régime de Bruxelles. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, beaucoup veulent m'aider directement, mais ce n'est pas possible. En revanche, il y a une cagnotte pour mon épouse, puisque elle n'est pas sous sanction. Donc, merci pour tous ceux d'ailleurs qui ont commencé à donner. C'est extrêmement important, ça nous réchauffe le cœur. Et voilà, ma femme d'ailleurs se considère comme une femme de décabriste. On va faire un petit peu d'histoire. Il y a exactement 200 ans, en 1825, il y avait un soulèvement d'une partie de l'aristocratie russe contre l'empereur russe et qui s'est très mal passé. Et donc, ils ont tous fini en Sibérie, au bagne de Chita. Et donc leurs femmes ont eu l'autorisation et les ont suivis en Sibérie dans des conditions souvent difficiles. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est très bien raconté dans la pentalogie de Henri Troyat, et notamment les femmes de Sibérie. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Il y a un mélange de dissidents, femmes d'exilés. Voilà, donc ça réchauffe le cœur. Donc merci beaucoup de votre soutien. Pour elle vous passe ses amitiés, vous souhaite également une bonne année et un joyeux Noël russe, puisque, comme les Russes sont encore sur le calendrier julien, le Noël, c'était le 7 janvier, et d'ailleurs les Russes fêtent, alors, modérément, parce que, malgré tout, sur la nouvelle année, ils sont passés au 31 décembre, comme tout le monde, mais malgré tout, on fête quand même un peu l'ancienne nouvelle année, donc, qui aura lieu le 13, donc là aussi, d'avance, bonne ancienne nouvelle année. Continuez également à vous inscrire sur notre lettre d'information, c'est le meilleur moyen pour être sûr de contourner la censure quoi qu'il arrive. Vous avez dépassé les 25 000, donc il y a un gros afflux et pour éviter notamment les spams, si on va vous envoyer un mail de confirmation, donc vous inscrivez, vous rentrez votre email et on vous envoie un mail de confirmation. Et puis sinon, bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde qui lui aussi continue le combat et avec un numéro du mois de janvier avec plein d'auteurs que l'on apprécie. Voilà, donc tout ça est en description de cette vidéo. Je ferai régulièrement un point dans mes bulletins sur la situation judiciaire, c'est-à-dire où j'en suis par rapport à ma contre-attaque contre le régime d'Emmanuel Macron et également contre l'Union européenne, contre le Conseil européen. Donc je vous informerai de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que mes avocats ont commencé à travailler et que l'année 2026 va être très intéressante. Je suis en train de préparer quelques petits coups sympathiques et puis finalement tout ça bien sûr s'inscrit dans la lutte des Français contre le régime d'Emmanuel Macron. Total soutien aux agriculteurs. Là, je les vois sur les Champs-Élysées. Ça me rappelait les Gilets jaunes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir cette convergence des luttes. Si seulement on avait à ce moment-là les dissidents qui sont poursuivis par le régime, les agriculteurs, les Gilets jaunes canal historique, les travailleurs. Et puis la manif pour tous, et ça aussi encore c'était une occasion ratée, parce que malheureusement la manif pour tous a été dirigée par des bourgeois de droite, mais des bourgeois quand même. Donc évidemment, pour faire de la politique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, on y arrivera, et on va dans le bon sens. Encore une fois, le régime est aux abois, c'est pour ça qu'il prend des décisions stupides. Petite précision, avant d'attaquer le dur de cette vidéo, j'ai cité la dernière fois un rapport qui avait été fourni par le Quincy Institute en disant qu'il était financé par George Soros, donc néoconservateur. Mon ami Guy Métan, que je salue, journaliste, m'a amené à nuancer ma déclaration par rapport à ce côté néoconservateur en me disant que oui, c'est vrai que George Soros finance le Quincy Institute, mais que finalement aujourd'hui la tendance dominante c'est plutôt au contraire le paléoconservatisme, c'est-à-dire anti-impérialiste, contre les interventions militaires des États-Unis et précisément chez leurs voisins ou partout dans le monde. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Mais tout de suite, économie, et avant tout, n'hésitez pas à venir investir en Russie. Ça, vous pouvez le faire avec Divergence Service, c'est en description de cette vidéo. L'avantage, ça je peux le dire, c'est que quand vous êtes en Russie et que vous ouvrez un compte, votre argent vous appartient toujours. Voilà. Et donc on ne peut pas, sous le caprice du prince, vous le bloquer, vous le voler. Voilà, donc pour les Français, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Allez voir en description, en plus il y a des solutions d'investissement qui vont devenir de plus en plus intéressantes. On continue à parler de l'économie russe, donc il y a eu des déclarations intéressantes qui ont été faites le 31 décembre dernier par le ministre des Finances, Siluanov. Donc il a confirmé qu'on aurait un déficit budgétaire de 2,6%, un peu au-delà de ce qui était prévu, sans que ce soit dramatique. Par comparaison, la France est à 4,4%. Donc on en est loin. La croissance en Russie, on l'a vu cette année, sera un peu plus de 1%. Elle devrait être autour de 1% également en 2026. Il a souligné les raisons qui font que cette croissance est aussi basse.
et ça nous on en a parlé toute cette année, c'est Madame Nabulina de la Banque centrale avec ses taux d'intérêt rédhibitoires, et donc a priori ce à quoi on s'attend cette année, c'est que petit à petit les taux d'intérêt vont continuer à baisser pour qu'ils deviennent à moins un niveau raisonnable. Je rappelle, on doit être à 16% aujourd'hui, et ce que réclament les ETI et les PME, c'est 12%. Donc on y va normalement tranquillement, puisque l'inflation est sous contrôle. Ce qu'on apprend également, c'est que la part des revenus des hydrocarbures, donc essentiellement gaz et pétrole, dans le budget russe a largement baissé. Vous vous souvenez, je crois que d'ailleurs je l'avais dit la dernière fois, mon modèle mnémotechnique pour se souvenir de la part des hydrocarbures dans le budget, dans le commerce et dans le PIB ne fonctionne plus. Avant, je vous disais, c'est facile, c'est 15% dans le PIB, c'est 30% dans le budget et c'est 50% en gros, 45% pardon, dans le commerce extérieur. Et en fait, pour ce qui est du budget, on est tombé à 23% cette année. Donc c'est très bon. C'est-à-dire que la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures est en train de baisser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique Sylvanov, c'est que la Russie a gagné moins d'argent avec les ventes des hydrocarbures, parce que les prix ont baissé, ça on le savait de toute cette année, on l'a redit à plusieurs fois, et aussi parce que le rouble est plus fort que prévu. Donc c'est-à-dire que quand les prix sont vendus, sont indexés au dollar, eh bien plus le rouble est bas, plus ça rapporte des roubles au budget de l'État, et ça vous permet de compenser de manière artificielle en fait finalement la baisse des revenus. Or là, visiblement, le gouvernement russe, avec les taux d'intérêt élevés, finalement a décidé de ne pas faire baisser le rouble. Donc ça aussi c'est une des raisons structurelle. Et l'autre raison à plus long terme qu'annonce Sylvanov, c'est qu'en fait il se rend compte que désormais le pétrole pas cher à exploiter en Russie est de moins en moins important. Donc c'est de plus en plus difficile d'aller le trouver et de l'exploiter, ça coûte de plus en plus cher. Donc finalement, eh bien il faut trouver une solution, il faut que la Russie devienne quasiment totalement indépendant dans son budget par les hydrocarbures. Voilà, donc cela dit, rappelons-nous encore une fois, on doit être au niveau de l'endettement de la Russie, on est à un niveau, on doit être entre 16 et 20%, je me souviens plus exactement des chiffres, qu'entre en France, on est, je crois qu'officiellement à 115, alors qu'en fait on doit être à 130, enfin, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, pays extrêmement bien géré, et c'est pour ça qu'il résiste bien aux sanctions, et que même il est capable d'utiliser les sanctions pour développer des pans entiers de son économie, redevenir souverain dans le domaine de l'aéronautique, on en a souvent parlé, et c'est exactement le contraire de ce qui se passe au Venezuela. Ça aussi je voulais le souligner du point de vue économique, c'est que j'entends bien l'argument, et c'est tout à fait vrai, c'est que les sanctions qui ont été mises contre le Venezuela par Washington ont largement contribué à appauvrir le Venezuela. Cela dit, la Russie a bien plus de sanctions que le Venezuela. Mais le problème du Venezuela aussi, pour tenir, et je souhaite que le Venezuela tienne bon face à l'impérialisme américain, je pense que c'est tout à fait légitime pour les Vénézuéliens, le fait est que si ça marche pas, c'est parce qu'ils sont en économie socialiste. Et le socialisme ne fonctionne pas plus en France qu'au Venezuela. Finalement, d'ailleurs, au niveau de la corruption et au niveau de l'inefficacité économique, on est des pays assez voisins. Je pense que d'ailleurs, il y a sans doute même plus de trafic de drogue en France qu'au Venezuela. Ça vaudrait le coup de l'analyser. Donc voilà, c'est le problème encore une fois, c'est que pour tenir bon face aux sanctions, il faut avoir une économie qui fonctionne, c'est-à-dire en gros une économie de marché avec un État stratège qui planifie les infrastructures, le régalien, etc. Ça, je le concède tout à fait, mais c'est pas ce qu'on a au Venezuela. On a une économie socialiste hyper corrompue, avec une hyperclasse incompétente, hyper corrompu. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais c'est comme ça d'ailleurs que les Américains ont pu kidnapper Maduro. C'est grâce à la corruption d'une partie de la classe dirigeante vénézuélienne. Donc c'est quelque chose qui est important de souligner, c'est que les sanctions, oui, ça explique une chose, mais encore une fois, jamais un pays n'a été aussi sanctionné que la Russie. Et pourtant, il s'en sort très bien. L'URSS, qui était un espace économique encore plus vaste, avec le Comecon en plus, donc qui était contrôlé par l'Union soviétique, eh bien, était exsangue à la fin des années 80, parce que le système socialiste ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Mais bon, vous aurez toujours quelqu'un pour nous expliquer que c'est parce qu'en fait, on s'y est mal pris. Et que le prochain coup, ça va marcher, c'est certain. Ce que j'espère, c'est que la prochaine expérience socialiste n'aura pas lieu en France, si possible, et qu'elle essaie de faire ça, je sais pas, en Pologne ou dans les Pays-Bas, ce sera très bien. Ce qui m'amène à parler du politico-stratégique, et évidemment, il est impossible de ne pas parler de ce qui s'est passé au Venezuela. Alors, j'avais fait une réaction un peu à chaud pour Divergence politique, la chaîne d'Alexis Tarade que je vous recommande d'aller regarder, et je ne m'étais pas trop trompé. Déjà,
j'en avais conclu que pour faire une opération comme ça, il y a forcément de la corruption. Depuis, j'ai regardé pas mal de véritables spécialistes de l'Amérique du Sud. Je vous recommande d'ailleurs Romain Migus sur le Venezuela, et puis également un ancien de la CIA qui a été interviewé, qui s'appelle Ron Aledo, et qui expliquait que vraisemblablement il y a eu de la corruption pour permettre comme ça de s'emparer de Maduro, de sa femme, de tuer 32 gardes du corps cubains. Et puis l'absence de réaction de l'armée. Donc a priori cette intuition était bonne, puisque d'ailleurs un certain général, Javier Marcano Tabata, qui dirigeait précisément la protection de la présidence, a été démis de ses fonctions et arrêté. Donc je pense que c'est pas le premier ni le dernier qui va être arrêté et sanctionné. Ça veut dire que oui, en effet, c'est une belle opération, non pas militaire, mais de la CIA. C'est un coup de main organisé par des forces spéciales et patronné, on va dire, encadré par la CIA. Je pense que ça a été vendu à Donald Trump et il a dit pourquoi pas. Une des raisons, c'est que parce qu'en fait, il est rentré en conflit avec le Venezuela aussitôt arrivé à la présidence américaine, poussé pour ça par Marco Rubio, évidemment. Je pense que le pari, c'était pour sortir de cette crise, de renouveler ce qu'il avait fait en Iran, c'est-à-dire on bombarde un truc, on dit que c'est magistral, que tout est détruit, et puis comme ça on peut trouver la paix. Là, je pense qu'il voulait faire la même chose. Le problème, c'est que visiblement, et c'est pour ça que c'est pas une opération militaire, c'est que le terrain n'a pas été tenu. Oui, le président a été enlevé, mais pas plus que les morts en masse au sein du Hezbollah, du Hamas ou en Iran n'ont amené à la chute de ces pays ou de ces structures. Finalement, la disparition de Nicolas Maduro, qui en plus se comporte bien devant les caméras en tant que prisonnier, avec beaucoup de classe, fait que finalement le régime n'a pas l'air sur le point de tomber. Alors on va voir, j'imagine que si jamais la CIA a réussi à corrompre un général qui était chargé de la sécurité du président, il y a d'autres personnes à l'intérieur qui sont corruptibles, mais il y a aussi le rôle de la population vénézuélienne. Peut-être que là, ils n'ont pas du tout envie de se soumettre à une des injonctions, à un blocus, parce que c'est de ça dont il s'agit. D'ailleurs, Donald Trump parle de blocus, et il y a un des sénateurs américains qui dit ouvertement, comme ils ne pourront plus vendre leur pétrole, ils pourront plus payer les professeurs, les médecins, etc., etc. Donc en fait, ils veulent affamer le pays, comme au bon vieux temps de la Horde d'Or. Donc ça aussi, il peut y avoir une réaction virile des Vénézuéliens qui envoient balader et qui ne veulent pas négocier. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'opposition au Parlement vénézuélien, de ce que j'ai vu, s'est levée de tout cœur avec le parti de Chavez en chantant l'hymne. Visiblement, ça n'a pas eu l'effet escompté, de la même manière que les bombardements israéliens et américains sur l'Iran ont finalement soudé la population avec la direction du pays. Donc voilà un peu ce que je retiens. Alors je suis pas un spécialiste du Venezuela, mais je connais pas mal l'histoire des coups d'État, et donc celui-là pour l'instant ne marche pas. Et d'ailleurs le fait est que Washington, encore une fois, continue à menacer les Vénézuéliens. Ce qu'on peut noter également aussi, c'est que le prétexte du trafic de drogue, finalement, n'est plus retenu. Donc, je ne sais pas sur quoi ils vont juger Maduro, qui a pris un bon avocat. C'est celui de Julian Assange, je crois. Donc là aussi, le procès va être intéressant. Et le fait que Trump ait décidé de ça sans demander l'avis du Congrès peut très bien se retourner contre lui. Et je crois que d'ailleurs, une des raisons aussi qui fait qu'il y a une espèce de fuite en avant sur l'international, c'est les problèmes qu'il a à l'intérieur du pays. Les mi-termes, pour l'instant, s'annoncent plutôt mal, de ce que me disent mes amis, encore une fois, spécialistes des États-Unis. On en a beaucoup. Nicolas Mirkovitch, Youssef Indy et Alain Le Bihan également, qui a publié sur notre cher allié américain, n'est-ce pas? Et donc pour l'instant, ça a l'air très chaotique, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. À côté de ça, ce qu'on a eu, c'est cette opération donc de chasse au bateau, donc de blocus. Encore une fois, Donald Trump lui-même a utilisé le terme de blocus pour affamer et ruiner la population vénézuélienne. C'est la grande classe. Et donc ce blocus consiste à arraisonner les bateaux qui viennent à vide prendre du pétrole ou le renvoyer ailleurs. Et donc on a eu ce fameux épisode où deux bateaux qui battaient soudainement
pavillons russes, eh bien, ont été arraisonnés, alors au large de l'Angleterre. Donc visiblement, ça a été, d'ailleurs l'Angleterre s'en est vantée, ça a été organisé par les Anglais. Donc on est vraiment dans la piraterie à l'anglo-saxonne. Et donc l'équipage a été arrêté. Et donc ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que sur une vingtaine de membres d'équipage, il y a 20 Ukrainiens, 2 Russes et je crois 4 Géorgiens. Donc là aussi c'est toujours assez intéressant. Donc la Russie et la Chine ont réagi très durement. Donc visiblement, ça veut dire que Vladimir Poutine, même s'il s'entend bien avec Trump, même si les Russes sont quand même très satisfaits, on va en reparler, de ce que fait, surtout que ce que ne fait plus Trump, c'est-à-dire notamment de financer l'Ukraine. Malgré tout, il n'y aura pas de concession dans d'autres domaines. Et cette tendance à la piraterie, qui est avant tout l'œuvre de l'Angleterre, que ce soit en mer Noire ou en mer Baltique, ça c'est un vrai danger. Parmi les conséquences de ce qu'on observe en ce moment, moi ce qui m'inquiète le plus, et je l'ai toujours dit, le problème ce sera dans la Baltique. Tôt ou tard, il y a des pays irresponsables, notamment la Pologne, notamment l'Angleterre. Ils sont en train de perdre la guerre. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est la question qu'on peut se poser. Et puis quelle va être la réaction russe? Au bout d'un moment, est-ce que les Russes vont se mettre aussi à arrêter ou à couler des bateaux? Pour l'instant, heureusement, on a Vladimir Poutine, qui, comme le disait très bien Thierry Mariani, est prix Nobel de patience. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Alors évidemment tout de suite la réaction, alors que ce soit chez les gauchistes ou chez les droitards qui finalement dans leur tête fonctionnent un peu pareil, c'est de dire oui, quel coup monstrueux pour la Chine, pour la Russie. Alors heureusement, là aussi on a les travaux de Laurent Michelon qui a publié ce graphique dans lequel on voit que le Venezuela ne fait même pas partie des 10 premiers fournisseurs de pétrole à la Chine et que ça représente je crois 4% des achats chinois en tout. Donc c'est pas du tout critique pour la Chine. C'est très bon pour la Russie parce que par conséquent, eh bien, Pékin constate que heureusement qu'il y a des partenaires fiables comme la Russie, comme l'Arabie Saoudite, et c'est ça qui est donc imaginer que ça affaiblisse la Chine et la Russie, c'est absurde. On a pu se lire également dans le Figaro, je crois que c'est ce pauvre Berluet qui est l'attaché du Figaro ici à Moscou, qui comprend rien à la Russie, ça fait pourtant déjà maintenant plusieurs années qu'il est là, et là qui expliquait que c'était le grand allié de la Russie en Amérique du Sud. Non, il y a des accords de défense, comme l'a dit Vladimir Poutine lui-même, mais c'est pas non le grand allié, on va dire, de la Russie et de la Chine en Amérique du Sud, c'est le Brésil. Et qui est un pays en plus qui économiquement est en parité de pouvoir d'achat est dans les 10 premiers devant la France désormais, donc qui est un gros client pour la Chine, un gros acheteur également pour la Russie. Donc c'est la réalité. La réalité c'est ça. Et encore une fois, le régime est encore en place et pour l'instant, en tout cas dans le discours, Madame Rodriguez, donc la vice-présidente, a l'air très très motivée pour continuer à avoir une vision, une approche équilibrée et tout en tendant d'ailleurs la main aux États-Unis, mais comme l'avait fait Maduro. Évidemment, les États-Unis pourraient être un très bon client pour le pétrole vénézuélien, se remettre à investir, comme d'ailleurs ça avait été partiellement autorisé à l'époque je crois que c'était de Biden, et puis puisque des raffineries notamment américaines, certaines sont vraiment adaptées au pétrole qui est très spécifique, de pétrole vénézuélien, même si c'est 20% des réserves mondiales, c'est un pétrole qui coûte très cher, même plus cher que je crois le pétrole de schiste à utiliser. Là aussi c'est pareil, s'imaginer que tout d'un coup on va avoir des millions et des millions de barils qui vont faire baisser les prix, et puis ça va faire comme dans les années 80 où l'URSS s'était effondrée à cause de la baisse des prix qui était organisée soi-disant par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ça c'était un des mythes d'ailleurs qui était entretenu pendant des années, auquel d'ailleurs j'ai adhéré jusqu'à ce que je commence à travailler dessus. En fait, dans les années 80, la baisse des prix du pétrole a embêté tout le monde, à commencer par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et bien sûr également l'URSS, et elle n'était pas due à un complot international organisé entre Riyad et Washington, mais parce qu'à l'époque l'OPEP fonctionnait beaucoup moins bien, et donc tout le monde produisait, il y avait des engagements mais personne ne les tenait, tout le monde produisait dans tous les sens. Aujourd'hui c'est quand même mieux organisé, et les États-Unis souffriraient bien plus de prix bas du pétrole avec leur pétrole de schiste que la Russie, évidemment l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on est un peu dans du n'importe quoi. De manière globale, là aussi encore une fois je vous renvoie aux travaux de Youssef Indy, ce à quoi on assiste, c'est que finalement c'est aussi une mise en œuvre du nouveau plan de sécurité nationale qui a été publié il y a quelques semaines par l'administration Trump, et ce qu'ils appellent la doctrine Trump-Monroe, c'est-à-dire l'Amérique, le continent, aux Américains du Nord, des États-Unis, parce que même le Canada, a priori, ce qui est prévu pour lui, c'est aussi une espèce de colonisation.
comme le Groenland. Donc voilà, donc on est dans finalement une redéfinition du rapport de force, des objectifs géostratégiques américains, mais tout ça me paraît pour l'instant extrêmement chaotique. Quelle position pour la France? Donc bon, pour la France d'aujourd'hui, de toute manière, elle peut rien faire. D'ailleurs, on le voit. Alors, Barrot condamne un petit peu, Macron pas du tout. Finalement, ils savent pas trop. Ils observent. Ça, ils observent. Ils sont là. D'autant plus qu'en plus, Trump leur apprend que finalement le Groenland pourra y passer aussi. Donc là, c'est la panique générale. Donc pour la France de Macron, il y a pas grand-chose à faire. Il y a rien à faire à part observer. Pour la France éternelle, la vraie France, pour les Français, ce qui se passe est une bonne chose. C'est-à-dire que ça peut amener à la destruction de l'OTAN. S'il prenait l'envie à Donald Trump de s'emparer du Groenland, c'est la fin de l'OTAN. Je pense. Parce que là, on pourrait pas se contenter d'observer. D'ailleurs, je crois que c'est Barrot qui veut envoyer des troupes au Groenland françaises. Bon, donc déjà, avec une coalition de 40, ils n'arrivent pas à battre la Russie. Et maintenant, ils veulent s'attaquer à la première flotte militaire au monde. Bref, la Navy. Donc pourquoi pas. Donc ils racontent tous n'importe quoi. Donc ça, on est plutôt dans une phase qui est extrêmement positive, c'est que ça montre que l'OTAN ne sert à rien. Et finalement, la France serait diplomatiquement beaucoup plus forte si elle n'avait qu'à s'occuper de ses intérêts, qui sont assez faciles à protéger dans la mesure où on a le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et l'arme nucléaire. Donc personne ne va nous envahir. Donc on pourrait être un pays totalement neutre, une espèce de Suisse en plus grand et en plus puissant. Et ça serait dans le cadre d'une France évidemment dirigée par des nationalistes. Bon, là on n'y est pas, mais ça va dans le bon sens. C'est également très déstabilisant cette phase pour l'Union européenne, dont on s'aperçoit qu'elle est pauvre, qu'elle n'est pas organisée, qu'elle ne représente rien, et que finalement c'est une structure d'assujettissement des nations européennes à Washington. Il y a qu'à voir les réactions, encore une fois, tout autour de nous, y compris de cette pauvre Kaja Kallas qui fait vraiment pitié. En ce qui concerne la réaction, donc, je l'ai dit, de la Russie et de la Chine, ou plus générale, j'ai vu quelques réactions assez intéressantes. Donc, encore une fois, déclaration très dure de la part des affaires étrangères chinoises, de la part des affaires étrangères russes, également considération intéressante de Dmitri Medvedev et du président Fico, donc du Premier ministre Fico, pardon, donc le chef de l'État slovaque, qui ont dit que, après tout, ce que faisait Trump, c'est ce que fait l'Amérique depuis toujours. C'est-à-dire l'impérialisme et le fait de voler ce qui appartient pas, mais ce qui appartient aux voisins, c'est finalement ce qu'ils ont toujours fait. D'ailleurs, rappelons que James Monroe, le président américain qui dans les années 1820 accouche de la doctrine Monroe, je crois que c'est du 124 ou du 126, je sais plus, eh bien, était un planteur qui avait des centaines d'esclaves, comme George Washington d'ailleurs. Donc en fait, ça forcément, quand vous êtes propriétaire d'esclaves, ça forcément influence votre vision du monde en général. Donc voilà, on est toujours dans cette vision hyper impérialiste, à tendance pirate, et ce qu'on apprécie avec Trump, c'est ce que dit Medvedev, c'est ce que dit Fico, c'est que au moins il fait pas semblant que c'est pour les droits de l'homme. Ça fait plaisir. Donc ce messianisme insupportable qu'on avait dans la bouche de Joe Biden, dans la bouche d'Obama, qui a déclenché plus de guerres que n'importe quel président ces 30 dernières années, évidemment, au moins on ne l'entend plus. On veut prendre votre pétrole parce qu'il est à nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le prétexte du narcotrafic n'a pas tenu plus de 48 heures. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur le cas vénézuélien. Attendons de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Comment est-ce que la nouvelle direction vénézuélienne va s'adapter aux menaces et au blocus de Washington. Politico-diplomatique toujours, et nous avons eu le droit à l'initiative évidemment de l'inénarrable dictateur français Emmanuel Macron à une nouvelle réunion de la coalition des velléitaires. Alors ils s'appellent volontaires, mais comme on va le voir, ils sont encore plus velléitaires que je l'avais dit au début. Et donc ils se sont réunis à Paris pour trouver une solution pour des garanties de paix. Donc évidemment, cette énorme montagne de bêtises a accouché d'une souris, puisque finalement on a eu un texte dont on a l'impression qu'en fait il était validé seulement par Zelensky, Macron et Starmer, le Premier ministre anglais. D'ailleurs les deux sont à 11% dans les sondages en ce moment, c'est assez rigolo. Et donc dès qu'il y aura un cessez-le-feu, ils enverraient des troupes. Bon, là, les Russes ont réagi en disant si vous envoyez des troupes, on va leur taper dessus. Donc ils enverront personne. Et en plus, l'Allemagne a dit non. Friedrich Merz n'était même pas là. Mais en revanche, en disant que ils allaient prendre en charge la défense de l'Ukraine et de l'Europe, comme le souligne d'ailleurs Édouard Husson, meilleur spécialiste français de l'Allemagne. Il serait peut-être temps que Berlin se souvienne des engagements du traité qui ont permis la réunification
après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, où effectivement l'Allemagne n'était pas censée redevenir une puissance hégémonique et impérialiste en Europe. Or, pour l'instant, eh bien, ces engagements n'ont jamais été tenus. Le découpage et le dépeçage de la Yougoslavie doit beaucoup à Berlin. Le soutien aux Oustachas contre les Serbes, on le doit beaucoup à Berlin. Donc le redécoupage de l'Europe de l'Est doit beaucoup à l'action de l'Allemagne. Ça, c'est une première chose. Et là, malgré les traités de réunification, on a l'impression que ça y est, de nouveau, ça les a piqués. Il faut de nouveau reprendre le Drang d'Aroston et conquérir l'Ukraine. Mais cela dit, encore une fois, il n'y a pas d'alignement de Friedrich Merz vis-à-vis des déclarations ridicules, grotesques, qui font rire tout le monde d'ailleurs ici en Russie, d'Emmanuel Macron et de Starmer, je parle même pas de Zelensky. Déclaration d'autant plus grotesque que finalement les Américains ne l'ont pas signé, si on en croit Politico, et que Witkoff et Kushner, qui étaient présents à cette occasion, là, ce sommet des velléitaires, finalement, ont annoncé quelques banalités, on dit comme d'habitude que les choses avançaient bien. Voilà. En fait, ce qui avance bien, c'est l'armée russe, et c'est ça qui va régler le problème définitivement en Ukraine. Dernière nouvelle politico-stratégique, je suis tombé par hasard sur cet article intéressant de Balt News, donc ça traite des pays baltes, qui expliquait que la proportion de Russes en Estonie est de plus en plus faible. Donc on doit être autour de 10%. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et notamment, c'est que finalement, les provocations qui pourraient être faites pour pousser la Russie à la faute, alors Vladimir Poutine n'irait jamais à la faute, mais qu'en sera-t-il de son successeur? Peut-être que la Russie, au fait de sa puissance, se dira après tout pourquoi laisser les Russes, qui ne sont même pas des citoyens dans ces pays baltes, se laisser persécuter. Eh bien, allons faire un raid. D'ailleurs, c'était une des rares choses pas stupides qu'avait dit le colonel Goya, en disant finalement la Russie, ce qu'elle pourrait faire dans les pays baltes, c'est un raid pour montrer que l'OTAN ne peut rien faire. Et c'est vrai. Si la Russie décide de rentrer dans l'Estonie, de descendre jusqu'en Lituanie et de repartir finalement sans rien faire, c'est que pourra faire l'OTAN? Rien. Donc ça, c'était une première chose. Mais le prétexte pour que la Russie fasse ça, évidemment, ce serait les persécutions qui sont réelles encore aujourd'hui, sur lesquelles d'ailleurs le modèle a voulu être copié par les bandéristes en Ukraine, contre la population russe. Mais finalement, la population russe diminue, et elle ne va aller qu'en diminuant encore plus, notamment dans ces pays qui vont être de plus en plus pauvres, au fur et à mesure que l'Allemagne, la France et l'Italie, qui sont les contributeurs principaux au budget de l'Union européenne, s'appauvrissent. Il y aura de moins en moins d'argent pour les pays mendiants comme la Pologne ou les pays baltes, et donc ça provoquera forcément un affaiblissement. Donc déjà que la courbe démographique depuis la chute de l'URSS de ces pays s'est effondrée, eh bien visiblement ce à quoi on insiste, c'est finalement il y a que les Russes âgés qui restent, et les jeunes ils vont dans des pays plus prospères, notamment la Russie. Aujourd'hui, s'il y a des russophones dans les pays baltes, pourquoi rester en Lituanie, en Estonie ou en Lettonie? Il y a rien à y faire. Alors qu'en Russie, il y a tout à faire. C'est le futur de l'Europe de toute manière. La Russie est le futur de l'Europe. Donc voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Paradoxalement, je considère ça plutôt comme une bonne nouvelle. Et les Russes qui quittent ces pays semi-dictatoriaux, eh bien, ont bien raison de rejoindre la mère patrie. Terrorisme maintenant, donc en plus de l'arraisonnement de 2 bateaux qui battaient pavillon russe dans l'Atlantique, donc je rappelle, c'est ces bateaux en fait, à l'origine ils battaient un autre pavillon, mais comme ils ont eu peur de se faire arrêter par la marine américaine, ils ont brutalement, je crois que c'était le 24 décembre, ils ont pris pavillon russe. D'après ce que j'ai compris, le capitaine demande au port de Sotchi de pouvoir battre pavillon russe, et Sotchi a dit oui. Le bateau a quand même été capturé. Alors, les Américains se sont rendus compte visiblement qu'ils étaient allés un peu loin, et dans les déclarations qui ont été faites, notamment par J.D. Vance, c'est de dire non, c'est pas vrai, c'était des faux bateaux russes, ils étaient pas des bateaux russes, c'est pour ça qu'on avait le droit de le prendre. En fait, du point de vue du droit maritime, il a pas plus le droit de prendre le bateau sous Panama guyanais, je crois, quelque chose comme ça, que russe, et les sanctions américaines, du point de vue du droit maritime, pareil, n'ont aucune valeur. Donc, mais cela dit, c'est un blocus. Donc c'est du point de vue du droit international, si tant est que ça compte encore un peu, c'est pas normal, mais voilà, c'est comme ça. Mais non seulement il y a ça, mais il y a également, bien sûr, l'Angleterre qui continue les attaques contre les tankers et en mer Noire, une fois de plus, au large de la Turquie. Et beaucoup ont noté que, comme par hasard, au moment où cette attaque soi-disant ukrainienne a eu lieu, eh bien, il y avait un avion d'observation anglais. Donc encore une fois, on ne peut pas parler d'opération ukrainienne. L'Ukraine n'a absolument pas les moyens technologiques et techniques
de faire ça. Et la question qui se pose, évidemment, c'est la réaction de la Russie. C'est ce que j'expliquais au début de cette vidéo. Surtout si ça s'envenime encore plus en mer Baltique. Là, il y a de quoi être inquiet. Encore une fois, pas en mer Noire. Les Russes sont capables de gérer. Mais en mer Baltique, c'est plutôt inquiétant. Ce qui est aussi terrible, c'est qu'à chaque fois que les Anglais font ça en disant que c'est les Ukrainiens, les Russes en remettent une louche sur le port d'Odessa, sur toutes les infrastructures portuaires, contribuant davantage à ruiner l'économie kievienne. Ce qui fait que d'ailleurs, plus l'économie kievienne sera ruinée, plus l'aide des Européens devrait être importante. C'est plus 90 milliards qu'il faudra bientôt, si tant est qu'il soit donné, mais c'est quasiment le double. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux, mais on voit toujours le côté, la politique extrêmement nocive de Londres, du MI6, qui maintenant, perdu pour perdu, eh bien, on va essayer de généraliser, de faire une guerre sous-marine ou marine à outrance. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects qui peut être inquiétant. Et vous me connaissez, ceux qui me suivent, je suis pas du genre à vous expliquer toutes les 24 heures que ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais là, ce qui se passe, encore une fois, sur la circulation maritime, c'est du casus belli. Donc, voyons jusqu'où ça ira, mais à suivre. Terrorisme toujours. Les Kieviens ont accusé à un moment la Russie d'avoir bombardé un centre commercial à Kharkov. Sauf que, eh bien, l'explosion de ce centre commercial a été filmée par des habitants. Et on voit bien que c'est pas un bombardement, ça explose de l'intérieur, hein, exactement comme le théâtre de Mariupol en 2022. Je l'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et donc ce que les habitants de Kharkov sont en train de constater, c'est que comme d'habitude, eh bien l'armée ottano-kievienne, les milices d'Azov, hein, c'est un fief de Azov, Kharkov, eh bien entreposent leurs explosifs, leurs armements dans les centres commerciaux en plein milieu des zones d'habitation. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce que les Russes vont être accueillis quand ils libéreront Kharkov, bah, les gens seront ravis et surtout ils s'apercevront que les Russes sont sympas parce que eux, ils mettent pas leurs explosifs juste à côté des zones d'habitation. Et ça c'est dans tout le Donbass, hein, notamment. Hein, ça c'est systématiquement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les ottano-kieviens avaient besoin des grandes villes de l'est de l'Ukraine pour se barricader parce qu'ils savaient très bien que les Russes hésiteraient à utiliser des armes thermobariques, des missiles pour attaquer les postes de commandement ou les dépôts de munitions en plein milieu de la population civile. Voilà. Donc encore une fois, c'est la manière dont l'OTAN fait la guerre en Ukraine. Il faut bien le garder à l'esprit. Terrorisme, enfin, puisqu'on peut assimiler la chasse à l'homme qui a lieu dans toute l'Ukraine à du terrorisme. Et il y a eu un reportage intéressant sur la Deutsche Welle. Donc la Deutsche Welle, c'est comme France 24 ou Russia Today, si vous voulez. Donc c'est l'organe de communication extérieure, de presse pour l'étranger de l'Allemagne. Et donc c'est pas un agent du Kremlin. Et là, ils ont fait un reportage sur ces chasseurs d'hommes, donc à Lvov. Donc Lvov, on est au cœur du bandérisme. Hein. C'est là où vous trouvez les gens les plus fanatiques. C'est d'ailleurs encore une fois cette partie de l'Ukraine dont les Russes ne voudront jamais, contrairement à ce qu'on nous expliquait depuis longtemps. Et là, en fait, on suit ces chasseurs d'hommes et qui font part de leur tristesse parce que même à Lvov, ils sont considérés comme une menace pire que l'armée russe. Donc c'est vous dire à quel point on en est en ce moment en Ukraine, c'est-à-dire que même dans la partie la plus fanatique, avec en plus la secte uniate qui ne fait qu'accroître le fanatisme dans ces zones-là, eh bien finalement personne n'a envie d'aller se battre parce que personne ne croit à l'entité bolchevique ukrainienne. Les habitants, les Galiciens, ils veulent rester dans leur Galicie. Alors ils se rendent pas compte qu'une fois qu'ils seront séparés du reste de l'Ukraine, il va falloir travailler. C'est fini de vivre sur le travail des habitants du Donbass, d'Odessa ou de l'Ukraine centrale. Armement maintenant et une petite polonaiserie. Il y a eu une interview très intéressante qui a été donnée par le ministre des Affaires polonais, Sikorski, donc néoconservateur affilié aux États-Unis, notamment par sa femme, aux néoconservateurs américains. Donc il a donné une interview, donc il a dit plusieurs choses, beaucoup de bêtises, mais surtout il a annoncé que désormais, la production de drones ukrainiens était transférée peu à peu en Pologne. Si vous vous souvenez, j'avais émis quelques doutes à l'époque, on m'expliquait que KNDS, Rheinmetall allait construire des usines en Ukraine pour produire des munitions. Et là, quand on voit ce qui se passe dans l'espace ukrainien, notamment les questions énergétiques, hein, on va le voir, la région de Dniepopetrovsk, il n'y a plus d'électricité du tout. Donc évidemment que les usines ne peuvent pas fonctionner. Et a priori, elles ne peuvent même pas fonctionner dans l'ouest de l'Ukraine, qui est tout de même moins touché, enfin de plus en plus touché d'ailleurs,
Donc ça aussi, c'est une réalité qui vient d'apparaître, c'est que quand on nous explique que oui, l'Ukraine a une grosse expérience dans la production de drones, non, en fait, assembler des sous-ensembles chinois, tout le monde peut le faire, y compris les Polonais en Pologne. Ça, donc, c'est un point qui me paraissait important d'être souligné. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. Le moment bunker, évidemment, c'est celui-là. Mon opinion, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, ce qu'il faut faire, si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, ne le fasse pas. Et se battre contre les Américains. Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains. Ah mais moi éventuellement oui je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié à ce moment-là il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Et puis c'est également Jean-Noël Barrot. Le Groenland et le Danemark ne sont pas seuls. L'Europe et la France se tiennent à leur côté aujourd'hui et demain. Nous appartenons à la même famille, une famille dont les membres sont solidairement et indéfectiblement attachés en vertu des traités qu'ils se sont donnés à la démocratie, à l'indépendance, au droit international et à la liberté. Donc là, on a ces gens-là donc qui ne vivent que par l'OTAN, que pour les hyperstructures dirigées de Washington. Jean-Noël Barrot est un young leader. Général Richoux, lui, c'est un général de l'OTAN, visiblement pas une lumière, et qui a toujours été biberonné finalement à l'OTAN. Et donc, en fait, son monde est en train de s'écrouler. Et là aussi, il devient fou. Il est dans le bunker et on lui apprend que l'armée américaine va pas venir. Pas d'armée Steiner, pas d'armée Wenck, pas d'armée américaine, et c'est la panique, et il commence à dire vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, cette action au Venezuela a entraîné un mouvement de panique sur tous les médias du régime d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir ? Les Américains sont encore plus dangereux que les Russes, etc., etc., etc. Donc, ce qui est pas forcément faux d'ailleurs, puisque les Russes veulent pas envahir le Groenland. Et donc, évidemment, c'est assez jubilatoire de contempler cet écroulement de la pensée militaro-politique de la gauche française. C'est un vrai bonheur. Considération militaire générale maintenant, il y a beaucoup de remaniements, on en a parlé pas mal dans toutes les presses internationales, au sein de l'appareil de Zelensky. Donc les Américains ont obtenu la peau de Yermak, son chef de cabinet, il vient d'être remplacé par celui qui est présenté comme un maître espion, Boudanov, le général Boudanov, on en a parlé, j'en ai parlé dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, puisque c'est lui qui avait quand même annoncé, je crois que c'était début 2024, que finalement les Ukrainiens qui voulaient vraiment se battre pour l'entité ukrainienne étaient morts en 2022. Donc j'avais cité dans mon bouquin, encore une fois c'est pas la peine d'aller inventer des trucs, ils le disent eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui souvent met les pieds dans le plat en disant des choses qui normalement devraient pas être dites par des responsables ukrainiens. C'est pas du tout un maître espion, c'est pas une flèche. Sa grande réussite, en fait, lorsqu'il était à la tête du renseignement militaire, le GUR, sa grande réussite, ça aurait été de coopérer avec les bandits ukrainiens qui vont voler les économies des retraités ou qui font faire aux adolescents. Donc sur les réseaux sociaux, ils trouvent des adolescents russes, ils leur promettent 10 000 roubles et en échange, ils vont mettre le feu dans un transformateur électrique, des choses comme ça, pour essayer de montrer qu'ils font quelque chose sur le territoire russe, que ce soit sur les anciens territoires russes, d'ailleurs c'est majoritairement cet endroit-là, ou bien sûr dans les nouveaux territoires. Donc voilà, c'est utiliser ces bases de données qui coûtent une fortune sur le dark web, pour faire commettre des petits attentats symboliques à des malheureux russes un peu stupides. On sait ce que c'est qu'un adolescent d'aujourd'hui, il y en a aussi en Russie, ou des retraités qui tout d'un coup voient vider leur compte et en échange de leur redonner leur compte, on leur demande d'aller brûler une voiture. Voilà. C'est la grande réussite de ce maître espion tel qu'il nous est présenté par la presse gauchiste française. Et puis il y a également un changement à la tête du SBU, le fameux Malouk qui lui aussi en fait est surtout un exécutant des ordres du MI6. Il y a pas de maître espion en Ukraine aujourd'hui, mais qui visiblement n'était pas assez aligné vis-à-vis de Zelensky et donc il est remplacé par Yevgeny Khmara qui est considéré également comme un terroriste par les Russes. Ce qui est intéressant, pourquoi Zelensky fait ça, je pense que Zelensky prépare l'après-défaite. Et donc, il veut mettre des gens à l'intérieur de toutes ces structures en qui il a confiance et qu'il espère ne seront pas contrôlés
de l'étranger. On a vu le bureau anticorruption NABU est contrôlé par Washington, c'est-à-dire aujourd'hui par Donald Trump. On a encore une fois le MI6 contrôle le SBU, mais ça permet de réussir de temps en temps une opération comme l'opération Toile d'araignée, qui finalement d'ailleurs dont les résultats en fait sont nuls. Hein. Voilà, le problème c'est que c'est pas contrôlé par Zelensky et ça lui fait peur. Donc je pense que c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire un resserrage de l'appareil autour de ce petit dictateur pour tenir le pays lorsque la défaite sera actée, ou s'il y a un effondrement partiel important de la ligne de front. Voilà un peu mon analyse. Et dernière considération, une bonne nouvelle en ce début d'année, le miracle du Noël orthodoxe, libération de Laurent Vinatier. Donc Laurent Vinatier s'était fait arrêter pour... c'était pas très clair. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il s'est pas enregistré comme agent de l'étranger, mais il y avait aussi des soupçons d'espionnage. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été libéré, qu'il est déjà à l'heure où je parle, il a déjà dû atterrir à Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été échangé contre un joueur de basket russe qui s'appelle Danil Kasatkine, avait été arrêté en France en juin dernier à la demande des États-Unis. Soi-disant parce que c'était un hacker, voilà, on sait pas trop pourquoi, mais ça veut dire que donc cet échange est un échange tripartite. Visiblement, la France a dû demander l'autorisation aux États-Unis d'échanger ce basketteur contre Laurent Vinatier. Bon, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle et comme ça, on peut dire que l'année 2026 commence bien. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, on va commencer par les frappes dans la profondeur. Donc là, on a retenu surtout cette semaine, cette attaque au large des côtes turques. Alors, c'était pas les eaux territoriales, ça, je pense que les Anglais n'oseraient pas le faire. Voilà, ça a eu lieu à peu près à cet endroit-là. Les Russes, eux, continuent les bombardements massifs sur toute l'Ukraine, particulièrement sur Odessa, sur toutes les infrastructures portuaires et particulièrement sur la région de Dniepropetrovsk. Hein. C'est une des plus grandes régions et encore une région industrielle en Ukraine. Et donc là, il n'y a plus d'électricité depuis plusieurs jours, quasiment plus aucune électricité. Et les Russes continuent à taper. Au moment où je préparais cette vidéo, c'était les installations électriques autour de la ville de Kryvyi Rog qui ont été frappées. Donc les Russes ont vraiment décidé de mettre le paquet, comme le notait fort bien Military Summary, et donc la chaîne YouTube que je vous recommande, en frappant cette région de Dniepropetrovsk, c'est un handicap important. C'est aussi une manière de frapper toute la logistique vers le Donbass et même vers le sud de la région de Kharkov et bien sûr également pour libérer Zaporozhye. Donc voilà, les Russes mettent le paquet en ce moment dans ce domaine-là. Sur la ligne de front, ça n'a pas trop bougé cette semaine, mais il y a quand même eu quelques déplacements. La raison en est, c'est que quoi qu'il arrive, les Russes ont fêté le Noël orthodoxe et donc il y a eu en quelque sorte une trêve relative à ce moment-là. Cela dit, les Russes continuent à avancer. Donc en direction de Zaporozhye, les Russes ont pris la localité de Bratskoye à cet endroit-là. Donc ils continuent à progresser tranquillement. Plus à l'est, comme on le voit, ils consolident leur position à la sortie de Pakrovsk, tout en continuant de nettoyer les derniers foyers, donc où il y a encore des soldats otano-kieviens qui sont cachés autour de Mirnograd, Pakrovsk, mais tout ça, on a mis déjà la ligne de front à cet endroit-là parce que ce n'est plus critique. Et les Russes d'ailleurs continuent à pousser vers Novi Donbass, vers Bilitsky à cet endroit-là. Et le but, évidemment, c'est de prendre Dobropila à cet endroit-là. Les Russes ont quasiment nettoyé la localité de Toretsk à cet endroit-là, mais les Ukrainiens sont en train d'essayer d'organiser des contre-attaques. On va voir ce que ça va donner. Sur Konstantinovka, le combat aussi avance bien en faveur des Russes. Les Russes sont arrivés à la périphérie de Ilinovka à cet endroit-là, qui va leur permettre de créer une pince autour de Konstantinovka. Et a priori, maintenant du côté ukrainien aussi, on l'entend aussi, les Russes seraient déjà en train de combattre au centre de Konstantinovka, mais c'est à vérifier. Ici aussi, sur toute cette zone-là, les combats font rage. Les otano-kieviens ont envoyé des réserves. Plus au nord, donc, de cette poussée, les Russes se sont emparés de la localité de Maïski, ici. Plus au nord encore, les Russes améliorent leur position dans la direction désormais de Slaviansk-Kramatorsk, c'est la nouvelle direction des combats après la prise de Seversk, et se sont emparés de la localité de Bondarnoe, ici à cet endroit-là, et améliorent leur position au sud de Svietopraskovskoye à cet endroit-là. L'objectif, le prochain, c'est Rai-Alexandrovka, et après, les Russes pourront déferler vers Slaviansk et Kramatorsk. Slaviansk, si vous vous souvenez, on l'avait dit ça aussi déjà en 2022-2023, ce sera beaucoup plus facile que Kramatorsk parce que c'est dans un fond de vallée, alors Kramatorsk est plus en hauteur. Donc, il est possible que les Russes commencent par Slaviansk précisément, d'autant plus qu'ils avancent du côté
de Liman. Comme on le voit ici, ils sont arrivés à la périphérie nord de Liman et ils exercent une action pour en fait couper toute la logistique à l'intérieur de ce bastion. Le but évidemment c'est d'éviter l'assaut frontal qui coûterait beaucoup de vies à l'armée russe. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Donc une fois de plus on voit que les Russes ne sont pas pressés et qu'ils sont devenus maîtres dans l'art d'encercler les villes. Rien de particulier du côté de Borovaya, sinon que les Otano-Kieviens ont lancé plusieurs contre-offensives. Donc je n'ai pas modifié la ligne de front. Il y a toujours des combats à peu près à cet endroit-là. Les Otano-Kieviens contre-attaque. Sur Kupiansk, c'est toujours le brouillard de la guerre. Selon plusieurs observateurs, y compris les plus pessimistes, visiblement, l'assaut kievien s'essouffle, mais il y a toujours des réserves qui sont envoyées par Kiev. Donc visiblement, on peut dire que la 4e bataille de Slaviansk était l'effort principal de l'armée otano-kievienne, elle a dû prélever des forces sur tout le front pour essayer d'obtenir une victoire qui, a priori, elle n'aura pas. Les Russes d'ailleurs, donc sur la rive est de la rivière Oskol, se sont emparés de la localité de Podoli. Des vidéos qui le confirment ont commencé à arriver, mais ce serait une prise tellement importante que faut quand même la regarder avec prudence. On verra la semaine prochaine si c'est confirmé ou pas. En tout cas, ça voudrait dire que la partie est est nettoyée par les Russes et pour les Otano-Kieviens, ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle. Sur la ligne de front à l'ouest de la rivière Oskol, donc autour de la ville de Kupiansk, donc les Russes tiennent toujours le centre de la ville, mais les groupes otano-kieviens continuent à s'infiltrer, donc je ne suis sûr de rien ni de cette ligne de front-là, ni de celle-là. A priori, les Russes, en plus, auraient réussi à percer au nord vers Moskovka, à cet endroit-là, donc ce qui poserait un gros problème d'approvisionnement pour les forces otano-kieviennes. Mais là aussi, c'est pas réellement confirmé. Les Russes également auraient progressé vers Tishinkovka à cet endroit-là. À vérifier, soyons extrêmement prudents, c'est toujours le brouillard de la guerre. Du côté de Volchansk, les Russes se sont emparés de Semenovka à cet endroit-là et de Gravskoye à cet endroit-là. Ils essaient de pousser par ici, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Plus à l'ouest, donc en direction de Soumy. Donc là, les Russes profitent du prélèvement de réserves pour être envoyés précisément sur Kupiansk pour continuer à avancer. Ils tentent de s'emparer, comme toujours, de Ryosnoye à cet endroit-là et ils avancent. Donc ils ont maintenant la périphérie de Malaya Korchavkovka à cet endroit-là et visiblement le rythme de progression est assez important. Voilà. Et puis, encore une fois, toujours peut-être une perspective d'offensive dans la région de Tchernigov. Pourquoi pas repartir en direction Kiev. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 8 janvier 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire encore une fois à tous nos réseaux sociaux. C'est extrêmement important. J'ai oublié au début, mais merci au JDD, au Journal du Dimanche, d'avoir parlé de mon cas. Ça fait plaisir puisque c'est quand même un grand média, d'un groupe extrêmement important. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que les médias dissidents qui osent en parler. Et puis en plus, avec un bon article sur la tentation totalitaire d'Emmanuel Macron, la tentation totalitaire, je vous recommande le livre noir de la gauche française. De toute manière, Macron s'inscrit dans la lignée de Robespierre, de Saint-Just, Danton. Voilà, répression. La gauche bourgeoise ne sait faire que ça. D'ailleurs, du point de vue des personnalités, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'était, je sais plus qui disait ça, c'était beaucoup d'avocats à moitié ratés qui ont fait la révolution, notamment la terreur, Danton, Robespierre, cette espèce de Robespierre, un personnage épouvantable, fanatique, sans enfant, vraiment d'une violence inouïe. Et Saint-Just, pareil, 26 ans, absolument aucun scrupule, un fanatisme et une violence inouïe. Donc on a à peu près vraiment des profils qu'on trouve un peu toujours, que ce soit Jean-Noël Barrot, que ce soit Emmanuel Macron, toujours un côté d'ailleurs un peu immature qu'on devait retrouver, je pense, chez Saint-Just, une espèce de décalage, d'incompréhension, de sociopathie vis-à-vis du réel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, je pense d'ailleurs, dans ce que fait Emmanuel Barrot contre nous, je pense qu'il y a beaucoup aussi de problèmes personnels en fait chez cet homme-là. Voilà. Bon, en tout cas, le combat continue. Comme vous le voyez, on est toujours très motivé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour en description, voir comment vous pouvez aider ma famille.